Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Ce que nous apportent toutes ces études sur les prédispositions, enfin toutes ces études, non, au moins certaines, sur les prédispositions aux maladies communes, qu'est-ce que ça peut nous apprendre du point de vue physiopathologique sur ces maladies, et est-ce qu'il y a éventuellement des applications envisageables à court ou moyen terme, ou y a-t-il des dangers d'ailleurs d'utilisation de ces données dans ce que Jean Dosset effectivement appelait la médecine prédictive, comme vous avez cité les phrases qui figurent dans son livre. Donc je vais donner quelques exemples et je vais quand même commencer parce que peut-être c'est quelque chose que Jean-Claude Kaplan, qui est ici dans la salle, ne sait pas. C'est la dernière nouvelle en ce qui concerne le génome. Qu'y a-t-il de commun entre Cruella et vous connaissez tous, vous avez sans doute emmené vos enfants ou petits-enfants voir les 101 Dalmatiens. Et les deux individus dont les photos figurent sur cette diapositive. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez l'un ou l'autre de ces trois individus. Donc, il y a Glenn Close, il y a Craig Venter et Jim Watson. Alors, Craig Venter et Jim Watson ont été deux acteurs très importants dans les projets de séquençage du génome humain. Et s'il figure sur cette dia avec Glenn Close, c'est parce que j'ai vu dans les news sur le génome, donc c'est tout récent, le 12 mars, que Glenn Close vient de rejoindre la liste encore très petite des célébrités qui ont eu leur génome séquencé, comme effectivement Craig Venter, oui, parce que la première séquence du génome, c'était une séquence d'un mélange de plusieurs génomes humains. Donc celui qui a vraiment eu son premier génome, le premier génome séquencé juste pour lui, c'est Craig Venter, comme il avait une boîte de biotechno qui a été effectivement impliquée dans le séquençage privé du génome, disons. Il s'est fait séquencer son propre génome par sa boîte. Et puis Gene Watson, qui a été l'un des leaders du séquençage public, disons, du génome, a eu effectivement son génome séquencé en hommage à celui qui avait décrit la double hélice de l'ADN. Et donc maintenant, alors qu'effectivement le séquençage du génome humain a coûté 3 milliards de dollars. Alors ces 3 milliards, en fait, c'est probablement ce qu'a coûté le projet Génome aux US, mais comme il y a eu aussi beaucoup d'argent dépensé en Angleterre ou en France ou en Allemagne ou au Japon, ça a dû coûter beaucoup plus que ça. À l'heure actuelle, donc, ce que ce news nous donne, c'est qu'une des compagnies qui, à l'heure actuelle, produit le séquenceur à très haut débit, le plus performant en tout cas du marché, en tout cas disponible à l'achat, fait aussi du séquençage à façon. Donc si vous voulez vous faire séquencer votre génome, chez Illumina, apparemment, ça ne coûte que 48 000 $, ce qui, au prix du dollar actuel, doit être à peu près quelque chose comme 38 000 €. Et effectivement, apparemment, elle partage donc aussi cette liste de célébrités avec Desmond Tutu. Je ne savais pas qu'il avait eu son génome séquencé.
Et donc la question, c'est est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, comme je l'avais dit, en tout cas, depuis environ 2007, il y a une explosion de publications liées à une stratégie donc, qui est les Genome-Wide Association Study, donc, où l'on teste environ de 300 à 500 000 polymorphismes. Donc polymorphismes, c'est-à-dire c'est des variants qui sont relativement fréquents dans la population, au minimum une fréquence de 5% dans la population. Et on essaie de trouver des variants qui se retrouvent plus fréquemment dans des populations de malades que dans des populations contrôle. Et ça permet de détecter, donc, comme je l'avais montré, que dans la région d'un de ces variants, il y a sans doute des variances qui sont associées à un risque plus élevé de la maladie de manière fonctionnelle. Alors, cette diapositive vous montre que jusqu'à décembre 2009, il y a un site du NIH où vous pouvez télécharger, c'est très, très jolie diapositive, qui vous montre toutes les régions du génome où il y a eu un variant qui a été trouvé avec une signification statistique, comme je l'avais dit, suffisante pour qu'on soit à peu près sûr que c'est vraiment quelque chose de solide. Hein, c'est une valeur de P donc, de 5, 10-8, ce qui est quand même assez impressionnant. Il y a au moins 658 de tels variants qui ont atteint pour l'une ou l'autre étude d'association une telle valeur de signification statistique. Et vous avez, c'est illisible, mais tous les phénotypes qui ont été étudiés dans ces études d'association. Alors, si je prends ici les petits ronds de couleur, et je dirais que les 4 ou 5 premiers, vous avez la dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous avez la progression du sida, c'est-à-dire, ils se sont posé la question, quand quelqu'un est infecté par le virus HIV, quelle est la probabilité qu'il va développer plus ou moins rapidement une immunodéficience sévère, donc un sida vraiment, et donc d'essayer effectivement de trouver des variants génétiques qui sont associés avec soit des personnes qui vont développer très rapidement une immunodéficience, soit au contraire, et ça existe, des gens qui peuvent être infectés par le virus HIV pendant des dizaines d'années sans finalement développer d'immunodéficience. Dépendance à l'alcool, maladie d'Alzheimer, asthme, fibrillation auriculaire, attention deficit disorder, c'est-à-dire les enfants hyperactifs, hein, ADHD. Donc vous voyez que en fait, c'est devenu effectivement une industrie, puisque beaucoup de cliniciens avaient constitué des cohortes de patients, et donc ces cohortes de patients passent à la moulinette. Et il y a même un exemple encore plus, je dirais, étonnant, puisque c'est celui de l'Islande, où, en tout cas avant le crack financier, il y avait cette boîte de biotechnologie Decode, qui est assez extraordinaire, où ils avaient analysé, je crois, par ces micro-arrêts, plus de 50 000 personnes de la population islandaise. Il faut dire que la population islandaise, je crois que c'est environ 300 000 personnes, donc un pourcentage très significatif de la population islandaise. Et comme ils disposaient, il suffisait que les gens soient d'accord, de tous les dossiers cliniques de ces personnes, et y compris même des dossiers cliniques de leurs parents ou de leurs grands-parents, donc des dossiers cliniques depuis plus de 100 ans,
ils ont pu, avec une efficacité assez étonnante, publier un grand nombre d'études d'association, puisque finalement, tous les phénotypes cliniques qui se retrouvent dans la population islandaise, eh bien, il suffisait de lancer l'ordinateur. Une fois qu'on a génotypé tous ces gens-là, il suffit de dire, OK, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il y a avec tel ou tel phénotype clinique, qu'est-ce qu'il y a avec tel ou tel phénotype clinique, et ils ont sorti un nombre tout à fait impressionnant de papiers. Donc, comme je le rappelais déjà la dernière fois, mais ces études d'association, il faut comprendre leurs limites. Leur limite, c'est d'analyser, à une exception près sur laquelle je reviendrai, des polymorphismes qui sont suffisamment fréquents, donc en général c'est des fréquences qui sont au moins de plus de 5%, parce que c'est ces polymorphismes-là qui se retrouvent sur les puces qui sont analysées, et on s'attend effectivement à avoir des effets sur le risque mesuré par ce que je vous avais dit, l'odds ratio, qui soit modéré à faible, rarement plus que 2, c'est-à-dire que le fait d'avoir ou de ne pas avoir tel ou tel variant va rarement augmenter le risque par un facteur de plus que 2. Alors, le raisonnement là-dessous, c'est que si vous avez des polymorphismes qui sont fréquents et qui seraient associés avec des risques élevés d'avoir une maladie, et notamment une maladie qui diminue votre espérance de vie et donc diminue la probabilité de se reproduire, eh bien, les effets de sélection font que de tels polymorphismes ne pourraient pas atteindre une fréquence élevée. Donc, si vous voulez, cette sélection négative contre des variants qui auraient des effets très importants sur le risque de développer une maladie sont effectivement attendus pour des maladies qui sont relativement précoces, mais par exemple pour des maladies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou la maladie d'Alzheimer, qui sont des maladies qui commencent après 60 ou 70 ans, il est évident qu'il n'y a pas d'effet sur la reproduction, sur la capacité de la genetic fitness. Et donc, on peut s'attendre en tout cas que pour ces maladies-là, il n'y ait pas vraiment d'effet de sélection négatif lié à la maladie. Alors, je dirais qu'il y a une exception, et je pense que j'y reviendrai en fin de cours, c'est qu'un peu par hasard, c'était pas prévu, mais quand vous faites ces analyses en microarrays, en puces ADN, vous analysez donc 500 000 variants. Alors un variant, c'est le fait que vous ayez à un endroit, soit par exemple le nucléotide G ou le nucléotide A, et la puce va déterminer si, à telle ou telle position, vous êtes GG, GA ou AG. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, parce que ces puces n'avaient pas été faites pour, ce qu'on s'est aperçu, c'est que non seulement on pouvait voir s'il y avait GG, GA ou AG, mais qu'on pouvait aussi voir s'il y a deux copies de la région qui est analysée, ce qui est en principe ce à quoi on s'attend, ou est-ce qu'il y en a une seule, et une seule, ça veut dire qu'il y a eu une délétion d'une des copies, que une des copies est absente. Et l'autre possibilité, c'est qu'éventuellement il y a une duplication et que, par exemple, vous ayez 3 copies au lieu d'en avoir 2. Et ça, ça peut être analysé, je dirais, personne par personne. Et donc là, on a pu trouver des variants rares et mesurer l'implication de ces variants rares dans des maladies telles que, par exemple, l'autisme ou la schizophrénie, ce qui n'était au départ pas prévu. Ces puces n'avaient pas été faites pour, mais finalement, on pouvait faire cela avec. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je vais parler de 2 maladies, parce que je pense que c'est des exemples de maladies où il y a eu un premier ou de variant qui a un effet fort qui a été identifié,
Et donc, ça donnait beaucoup, évidemment, d'enthousiasme. Et puis, de voir un peu qu'est-ce qu'il en est advenu. Alors, le premier, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc qui est la cause principale de cécité progressive, ou de malvoyance, disons, chez les personnes âgées, avec, je crois, enfin, je vous montrerai les fréquences, mais c'est donc fréquences qui augmentent avec l'âge et qui posent maintenant un problème de santé publique. Donc, cette dégénérescence maculaire liée à l'âge peut être détectée par un ophtalmo, par un fond d'œil, et on voit d'une part ce qu'on appelle des drusènes, qui sont donc des taches qui signalent des dépôts de protéines et de lipides. Je vous illustrerai ça. Et puis ensuite, alors ça au départ, c'est encore compatible avec une vision normale, mais c'est un premier signe qui peut ensuite aller vers deux formes qu'on appelle la néovascularisation ou l'atrophie géographique. Je ne suis pas ophtalmo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc ces drusènes, qui sont les premiers signes détectables qu'il y a quelque chose qui se passe, sont des accumulations sous une membrane qui s'appelle la membrane de Bruch de substances à la fois protéiques et lipidiques, mais quand il y en a quelques-unes, il n'y a pas l'épithélium, les photorécepteurs qui sont dans la couche qui est là-dessous, ne sont pas atteintes, et donc, si vous voulez, il y a encore une vision normale, même si on peut voir, effectivement, alors ça c'est la dernière technique d'imagerie en ophtalmo, la tomographie en cohérence optique, où vous pouvez voir effectivement ces petits soulèvements qui traduisent l'existence de drusènes. Et puis, si ça évolue, vous avez à la fois une destruction des cellules cellulaires, des photorécepteurs, vous avez une néovascularisation, donc des nouveaux vaisseaux qui se forment, et vous avez cette membrane de Bruch qui va être lésée. Et en fait, donc, cette rétine-là, elle, par contre, devient beaucoup moins fonctionnelle. Et donc ça, c'est pour différents pays, différentes cohortes, aux États-Unis ou en Hollande, etc., où vous voyez qu'effectivement, donc, jusqu'à environ 60-65 ans, c'est quelque chose qui est relativement rare, et à partir de 70, ça augmente et ça peut atteindre 10-15% de la population de cet âge-là. Alors, pendant longtemps, l'aspect génétique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge était, je dirais, pas au premier plan, parce qu'il s'agissait finalement d'une maladie dégénérative chez les personnes âgées. Donc, il y avait eu la tendance, comme un peu pour Alzheimer, pendant longtemps de se dire, bon, bah, c'est presque du vieillissement plus ou moins normal. Mais quand même, les études familiales et les études de jumeaux avaient suggéré qu'il y avait un effet génétique assez fort, puisque vous avez une augmentation du risque de 3 à 4 fois pour les apparentés de premier degré, donc comme je vous avais dit, fils, fille, frère ou sœur d'une personne atteinte. Alors, 3 ou 4 fois, ça n'a pas l'air très impressionnant, mais quand vous avez une maladie qui est quand même à un certain âge relativement fréquente, multipliée par 3, ça commence à devenir tout à fait important. Et les études de jumeaux montraient aussi une assez forte concordance chez les jumeaux monozygotes par rapport aux jumeaux dizygotes. Alors, ce qui a vraiment lancé la génétique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est peut-être un peu exagéré, parce qu'il y avait des études de liaison qui ont en fait aussi
qui sont arrivés en même temps à l'identification de ce gène. Mais en tout cas, ça a été la première étude publiée de Genome-Wide Association, c'est-à-dire où une étude d'association a été faite. Dans ce cas-là, c'était les puces de l'époque. Il y a une évolution technologique évidemment très rapide. Donc en 2005, donc l'étude probablement faite en 2004, les puces permettaient d'analyser environ 100 000 variants. Maintenant, on en est plutôt à 1 million. Et surtout, c'était une étude qui était tout à fait... qui n'aurait jamais dû réussir parce qu'il n'avait analysé que 100 cas et 50 contrôles. Vous verrez, je vais vous présenter les études actuelles. Les études actuelles, c'est des milliers de cas, des milliers de contrôles et quelquefois même des dizaines de milliers de cas et de contrôles. Alors, il se trouve qu'ils ont pu, malgré un nombre aussi réduit de cas et de contrôles, trouver un signal statistiquement significatif parce qu'il se trouve que pour cette maladie-là, il y avait, en tout cas en fait il y en avait deux, mais ils en ont trouvé un gène de prédisposition, des variants dans un gène de prédisposition qui avait un effet particulièrement fort, et en plus un variant qui est fréquent dans la population. Et donc, ceci permettait, même avec une cohorte de patients absolument réduite, de trouver quelque chose. Et comme il se trouvait que deux autres papiers ont confirmé en même temps par une approche à l'époque plus classique, on était tout de suite sûr que c'était tout à fait vrai. Donc, c'est, si vous voulez, l'ancêtre de ces Manhattan plots, où effectivement on regarde le log des valeurs de P, et effectivement là, ils avaient sur le chromosome 1 une valeur de 10- supérieure à 10-7, et donc ça avait l'air d'être tout à fait bon. Et effectivement, un effet assez fort, j'y reviendrai. Alors, de nouveau, je vous illustre ça un petit peu pour vous montrer que quand on trouve un signal, dans ce cas-là, ce signal est au niveau de ce gène de complément facteur H, on peut trouver sur Internet que pour cette région-là, toute la région en rouge est en fort déséquilibre de liaison, donc on va dire à peu près toute cette région entre ici et là. Et ça veut dire que même si on a un signal pour un variant qui est ici, ça n'élimine pas complètement le fait que peut-être le variant qui se cache derrière et qui est, lui, fonctionnellement impliqué dans la maladie, pourrait être finalement dans un autre gène, dans cette région de déséquilibre de liaison. Donc, c'est toujours ce qu'on a dit, ce n'est pas parce qu'on a un signal avec un variant donné que, évidemment, c'est ce variant qui est lui-même directement impliqué dans le risque de développer la maladie. Mais même, c'est peut-être pas le bon gène est peut-être un peu plus loin, et j'illustrerai ça avec un autre exemple dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, à l'époque, c'est juste illustrer qu'il y avait eu toute une série d'études de liaison, en fait, donc sur des familles de type CIP-pair, qui donnaient des résultats qui, isolément, n'étaient pas toujours très convaincants ou contradictoires. Mais une équipe allemande avait fait une méta-analyse des 6 études qui avaient été publiées. Et en faisant cette méta-analyse, c'est-à-dire en reprenant les données brutes de ces 6 études pour essayer de voir s'il y avait des choses qui sortaient, qui n'étaient pas sorties individuellement dans chacune de ces études, eh bien, il y avait un signal qui était tout à fait convaincant sur le chromosome 10. Et d'ailleurs, sur le chromosome 1, il y avait un signal qui était quasiment, c'est là où il y a le gène du complément, qui était aussi, c'était le deuxième signal qu'on pouvait trouver. En faisant une étude d'association limitée à cette région, il trouvait effectivement des variants qui étaient avec des valeurs de P extrêmement impressionnantes. Et il trouve pour ce deuxième locus, en fonction, donc vous avez le polymorphisme qui est étudié
peut avoir la forme, soit vous avez un G, soit vous avez un T, et donc les génotypes, c'est GG, GT ou TT. Et vous voyez qu'entre, alors là, on n'est plus à 100 patients, mais plus de 1000 patients et environ 1000 contrôles. Et vous voyez tout de suite que vous avez une différence quand même très importante de fréquence. GG, par exemple, est le plus fréquent chez les contrôles et presque deux fois moins fréquent chez les patients. Et par contre, TT est présent chez 20% des patients alors qu'il n'est présent que chez 5% des contrôles. Donc c'était un effet très fort, tout à fait significatif. Je passe. Et ça leur a permis, donc, sur cette première étude, parce qu'ils retrouvaient effectivement aussi l'effet sur ce gène du facteur H du complément. Donc finalement, vous avez deux gènes. Dans chacun, vous avez un variant qui a soit un allèle à risque, l'allèle T pour ce gène-là, l'allèle C pour ce gène-là. Et donc, rien qu'avec cette combinaison, vous pouvez avoir finalement soit aucun allèle à risque, hein, c'est ceux qui sont TT et GG, 23% de la population. Vous pouvez avoir un allèle à risque, c'est-à-dire vous êtes soit TC et GG ou TT et GT, donc vous avez à chaque fois un allèle à risque, c'est 43% de la population. Ensuite, vous pouvez avoir deux allèles à risque, soit deux allèles à risque sur le même gène, c'est-à-dire que vous êtes CC ou vous êtes TT, ou alors un allèle à risque sur chaque gène. Et vous voyez que finalement, dans ce cas-là, et en tout cas pour cette étude, ici, ce que j'ai mis, c'est le odds ratio, c'est-à-dire ça vous donne une idée du risque apporté par le fait d'avoir ces deux variants. Bien, vous voyez que, en fait, d'avoir deux variants de ce gène au nom un peu bizarre, et j'y reviendrai, LOC 38 77 15, ou d'avoir deux variants dans le gène CFH, ou d'en avoir un dans chaque, finalement, les odds ratio, donc le risque qui a l'air d'être apporté par la présence de ces variants, finalement, a l'air d'être assez indépendant du fait qu'ils viennent de l'un ou de l'autre gène. Puis vous pouvez avoir ces 6% de la population, 3 variants, et puis il y a un petit nombre de gens, moins d'1% de la population, qui ont les 4 variants à risque. Et dans cette étude-là, et comme dit, c'est la première étude, donc il y a un effet qui est retrouvé fréquemment, c'est que la force de l'effet qui est décrite dans la première étude est toujours pour des biais d'analyse, si l'on veut, ou de publication, est toujours un peu plus fort ou plus fort que celui que l'on trouvera quand on continue à faire les études plus loin. Mais donc, vous voyez, ici, si on dit que les personnes qui n'ont pas de variants à risque pour ces deux gènes ont un risque de base de dégénérescence maculaire liée à l'âge de 1, ceux qui ont les 4 variants auront un risque multiplié par 60. Alors, ça, c'est une autre manière, qui a été préparée par Françoise Clerget, effectivement, de montrer sous forme de camembert la situation dans la population contrôle. Alors, dans ce cas-là, c'est une population contrôle qui était un peu particulière. C'est-à-dire c'était une population contrôle de gens à peu près du même âge que les atteints, donc des gens plutôt environ 70 ans, mais à qui un examen ophtalmologique avait montré qu'ils n'avaient pas de drusène, qu'ils n'avaient pas de DMLA débutante. Donc à la limite, c'est une population contrôle qui n'est pas la population, je dirais, exactement générale, puisqu'on y a retiré les, disons, 10% de la population qui, à cet âge-là,
commenceraient d'avoir des signes de DMLA. Donc, si vous voulez, c'est une population contrôle c'est des témoins non atteints à l'âge de 70 ans, et après vérification ophtalmologique. Donc, voilà, donc 4 allèles à risque, c'est les pourcentages dans la population, et avec un risque de développer la maladie, si vous voulez. Alors, 2 allèles à risque, c'est à peu près, ou 1 à 2 allèles à risque, c'est la moyenne de la population, et donc on peut évaluer le risque à environ entre 4 à 12%. Et vous voyez, 3 allèles à risque, on a un risque plus élevé que la population normale, 4 allèles, beaucoup plus élevé, alors que là, il y a des gens qui sont protégés, 23% de la population, qui ont quand même un risque résiduel, mais beaucoup plus faible. Alors, si on se pose la question de dire, OK, imaginons qu'on veuille faire de la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce que, disons, il y aurait un traitement, mais à prendre à partir de l'âge de 50 ans. On peut se poser la question de manière intéressante. Quelle est la cible dans la population à qui il faudrait proposer cela? Est-ce que c'est uniquement les gens qui ont vraiment le risque le plus fort? Mais ces gens-là, effectivement, ils ont un risque beaucoup plus fort que les autres. C'est 1% de la population. Mais finalement, ça n'est que 7% des malades. Donc, si on faisait un traitement préventif chez ces gens-là et qu'il soit efficace, ça n'affecterait que finalement une petite minorité, que 7% des gens qui éventuellement développeront une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors on va se dire, on va descendre 3 allèles à risque. Là, il faut déjà traiter 7% de la population, et vous ne touchez toujours que 7 plus 27, que un tiers des gens qui développeront une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc vous voyez qu'en fait, l'application n'est pas... Qu'est-ce que c'est d'avoir un risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge? En fait, rien que dans cette étude relativement simple, avec seulement 2 gènes, vous voyez que ce n'est pas évident de dire à partir de quel moment, par exemple, il faudrait éventuellement mettre en place, si on en disposait, une thérapie préventive. En sachant qu'évidemment, une thérapie préventive, si vous l'utilisez sur une partie importante de la population, vous voulez être absolument sûr qu'il n'y a pas d'effet adverse et que ça ne va pas, parce que vous avez traité pendant 10 ou 15 ans des gens qui ont un risque éventuel de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et que le médicament que vous leur donnez entraîne éventuellement, chez un petit pourcentage, des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes, je ne sais pas, rhumatologiques, etc. Donc, si vous voulez, ça illustre les choses. Alors, juste, à partir de ces études donc, de 2005, les gens se sont posé la question, il se trouvait que le variant qui avait été identifié dans les premières études pour le facteur H du complément était un variant qui était dans la séquence codante de la protéine, qui entraînait un changement d'acide aminé. Et donc un changement d'acide aminé, a priori, on se dit que c'est quelque chose qui pourrait avoir un effet sur la fonction de la protéine. Et donc les gens se disaient, c'est probablement le variant qui entraîne le risque directement, qui modifie la fonctionnalité de cette protéine de la cascade du complément. Donc, ça, ceci a été ensuite analysé. C'est un certain nombre d'équipes qui ont systématiquement analysé la région du gène CFH, ont recherché tous les variants qu'il y a dans cette région, et ils ont montré que d'autres variants que ce variant faux sens, donc qui change une tyrosine en une histidine, que d'autres variants
qui étaient dans le gène ou tout près du gène montraient une association encore plus forte que ce faux sens. Et certains de ces variants étaient dans des régions de régulation de l'expression du gène. Et finalement, ceci suggère que soit effectivement Y402H, en tout cas, n'est pas le seul variant qui est impliqué dans le risque de la maladie, et que peut-être des variants qui altèrent l'expression de ce gène sont impliqués dans la susceptibilité à des déficiences maculaires liées à l'âge. Donc, ceci a montré que ce qui avait l'air au départ relativement simple, bon voilà, on a le gène, on a le variant qui change la structure de la protéine, est en fait plus compliqué. Et il a été trouvé d'ailleurs également qu'il y avait deux gènes à côté qui sont eux également liés à la cascade du complément, et il se trouve qu'il peut y avoir des délétions dans ces deux gènes, et que, à l'état hétérozygote, en tout cas, ces délétions pourraient avoir un effet protecteur sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, on voit que on a peut-être un effet lié à des gènes à côté, et que ici, on a des effets à la fois peut-être sur la structure de la protéine et des effets sur l'expression du gène. Alors les choses étaient encore plus difficiles ici, parce que notamment le variant qui avait été détecté, qui montrait l'association que je vous ai décrite par le groupe de Weber, eh bien, en fait, il correspondait à un gène qui était très mal annoté sur le génome. C'est pour ça qu'on l'avait appelé ce nom un peu barbare, LOC C387715. C'est une espèce de code quand on n'était pas sûr de ce à quoi correspondait un gène. Et dans ce cas-là, on n'était même pas sûr qu'il codait pour une protéine, parce qu'il y avait ce qu'on appelait une séquence ouverte de lecture, mais qui, je crois, codait pour une assez petite protéine. Donc, à la limite, on n'était même pas sûr que c'était un gène codant pour une protéine. Et en tout cas, ça ne ressemblait à rien. On n'avait aucune idée de la fonction. Et en plus, vous voyez qu'il y a, dans cette région, il y a 3 gènes. Et la question, c'est finalement, le variant, il a été trouvé dans ce gène-là, mais est-ce que l'effet sur la pathologie, il n'est pas dû à un variant qui n'avait pas été analysé, mais qui se trouve dans la région, dans l'un de ces 3 gènes. Et là, à l'heure actuelle, il semble que les choses soient bien maintenant résolues. D'une part, c'est que ce LOC 387715, on est maintenant sûr qu'il code effectivement pour une protéine, mais alors c'est très curieux parce que c'est quand même quelque chose de très rare. Ce gène-là n'est détecté que chez les primates. Si vous voulez, 98 ou 99% des gènes dans notre génome sont en tout cas présents chez les mammifères. Et là, il s'agit apparemment d'un gène d'évolution récente, puisqu'il ne se retrouve que chez les primates, et il y a un certain nombre d'études qui suggèrent que ça serait une protéine mitochondriale. Alors, comment est-ce qu'on se dit que c'est bien le gène qui est la cible directe de l'effet? Eh bien, parce qu'effectivement, au niveau de la séquence de ce messager, il y a un polymorphisme d'insertion délétion, je crois, dans la partie 3' non traduite, et qui modifie, qui est dans des équipes de liaison avec la SNP qui avait été trouvée, et qui affecte
finalement, la stabilité de ce messager. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, les études suggèrent qu'effectivement, c'est bien ce gène qui a été maintenant appelé ARMS2, qui est le gène cible de cette influence sur la susceptibilité à la déficience maculaire liée à l'âge. Alors, il y a un problème avec ce gène, parce que, quand même, un des moyens qu'on utilise ensuite pour essayer d'analyser la physiopathologie quand on trouve un gène qui est impliqué dans une maladie humaine, c'est quand même très difficile de pouvoir suivre la physiopathologie chez l'homme, et on essaie d'avoir des modèles animaux. Et là, on se retrouve avec un gros problème, parce que c'est un gène qui n'est présent que chez les primates, donc ça veut dire qu'il va être difficile, par exemple, de faire ce qu'on appelle un knockout, soit dans la souris ou dans le poisson zèbre, etc. Donc ça va rendre un peu plus difficile, ou nettement plus difficile, les études sur le rôle biologique et fonctionnel de ARMS2, c'est-à-dire qu'il faudra faire des études surtout sur des cellules en culture d'origine humaine ou primate. Alors, je reviens quand même donc, sur le premier gène, qui est un gène de la cascade du complément, la cascade du complément qui est une voie biologique qui fait partie de l'immunité innée, notamment de la lutte contre les bactéries. Eh bien, les gens se sont dit, il y a plusieurs autres gènes, plusieurs autres protéines qui jouent un rôle dans cette cascade du complément. Est-ce que certains de ces autres gènes ont un rôle, où il y a des variations dans ces gènes qui ont un rôle dans la prédisposition liée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge? Et effectivement, il y a toute une série d'études qui ont été bien répliquées, qui montrent que d'autres gènes de facteurs du complément, C2, CFB, C3, etc., ont des variants qui sont associés avec le risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge, même si l'effet de ces variants n'est pas aussi fort que ceux des deux premiers gènes. C'est des effets plus modérés, etc. Donc, alors, juste une illustration que, quand même, il continue à y avoir des controverses et que ce n'est pas parce qu'un papier est publié dans un journal très prestigieux qu'il est toujours validé et répliqué par la suite. Et il y a un point d'interrogation, c'est juste ce papier qui avait l'air très intéressant en 2008 dans le New England Journal of Medicine, revue prestigieuse, où ils avaient appris une approche de gènes candidats pour d'autres gènes impliqués dans l'immunité innée, qui sont les fameux récepteurs TOL, qui jouent un rôle très important dans la détection d'infections bactériennes ou virales. Et il trouve effectivement, rapporte qu'il y a un variant d'un des TOL récepteurs, TLR3, qui est associé, en principe, avec des p-values tout à fait corrects, puisque là, il ne s'agit plus de genome-wide, mais d'analyse gène candidat. Et donc, ils en déduisent effectivement qu'il pourrait avoir un rôle, notamment dans l'évolution vers une forme sévère, la forme d'atrophie géographique de la DMLA. Donc c'était un candidat très attractif, mais d'après une revue récente, cette association n'a pas été répliquée dans d'autres cohortes importantes, donc il reste évidemment un point d'interrogation. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est une littérature où il faut quand même faire attention
et attendre que des résultats soient répliqués pour être absolument sûr qu'un effet existe. Et donc, si vous voulez, en tout cas, ce qui est, je pense, vraiment très important, c'est une revue récente qui est parue en 2009, c'est que ces travaux ont permis vraiment de commencer à proposer des voies physiopathologiques pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec évidemment la cascade du complément qui serait impliquée donc, dans des phénomènes inflammatoires. Et il a été effectivement montré d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai mis la chose ici, non, j'ai oublié de la mettre, mais si vous voulez, il y a des analyses de la cascade du complément dans le sang qui ont été effectuées en fonction du fait que les gens sont porteurs ou non de ces variants à risque pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et qui suggèrent en fait que la DMLA pourrait être liée à une anomalie systémique, donc présente dans l'ensemble dans la circulation et pas seulement dans l'œil, donc une maladie systémique qui affecte la régulation du système du complément et qui a un effet spécifique au niveau de la rétine. Donc cette inflammation chronique, et cette inflammation chronique pourrait être la cible aussi d'effets environnementaux, et une chose qui est relativement peu connue, mais le fait de fumer est un des facteurs de risque environnementaux connus pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais l'implication du phénotype du complément suggère que peut-être des infections pourraient être aussi des éléments environnementaux qui prédisposent à cette maladie. Ensuite, ARMS2 suggère, puisque c'est donc une protéine mitochondriale, et un certain nombre d'autres données, suggère qu'il y ait aussi des aspects que l'on retrouve, ou que l'on propose souvent, en tout cas dans les maladies dégénératives, c'est les radicaux libres, ce qu'on appelle les reactive oxygen species, qui sont produits par l'activité mitochondriale et qui peuvent effectivement modifier l'ADN, modifier les lipides, modifier les protéines. Et ceci pourrait, par exemple, être aussi lié à ces accumulations de drusène. Donc, en tout cas, on commence à voir, donc, grâce à ces études génétiques, puisque et le complément et évidemment RMS2 étaient des choses qui n'avaient pas été quand même proposées de faire partie de la physiopathologie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge avant ce type d'études. Alors, c'est un papier récent de 2010, c'est une dia un petit peu compliquée, mais qui vous donne un peu à l'heure actuelle ce que les gens essayent de faire. C'est plus en se prenant seulement sur ces variants dans le CF, dans le complément facteur H ou dans le gène ARMS2, mais en prenant d'abord plusieurs des variants à risque dans CFH, en prenant aussi un autre variant dans le facteur C3, en prenant un variant d'environnement qui est le fait de fumer ou de ne pas fumer, et en prenant aussi, c'est un résultat récent, où une variation dans l'ADN mitochondrial aurait un effet avec un odds ratio d'environ 2 de risque
pour la déchéance maculaire liée à l'âge, et qu'en prenant l'ensemble de ces facteurs, on peut catégoriser, si vous voulez, la population en donnant des risques, soit environ 50% de la population qui aurait un risque faible. Par exemple, on voit là, c'est en fonction de l'âge, un risque de 0,3% à l'âge de 70 ans. Et puis, vous pouvez avoir des populations, 2% ou 1% de la population, avec un risque élevé ou très élevé, multiplié par environ un risque de 50%, d'avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors ça, si vous voulez, c'est des données évidemment rétrospectives, ce n'est pas des données prospectives, et la question va être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue thérapeutique ou prévention éventuellement de facteurs environnementaux. Alors, on va dire, par exemple, on pourrait dire ceux qui sont dans une catégorie de risque déjà relativement élevée basée sur la génétique, il faudrait leur dire de ne pas fumer. Mais comme c'est quelque chose que l'on dit à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a le risque de cancer du poumon, il y a le risque cardiovasculaire, etc. Donc, si vous voulez, c'est le problème un petit peu de... quelquefois, des gens disent, voilà, on va faire l'étude du risque génétique, cardiovasculaire ou autre, puis comme ça permettra de donner par exemple des règles de vie, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ces règles de vie, de toute façon, on les conseille à tout le monde, et pas seulement à ceux qui ont des risques pour ceci ou cela. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'à l'heure actuelle, il y a des travaux qui essayent de raffiner sur cette possibilité de prédire. Mais encore faut-il ensuite voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Oui. Donc là, je vais passer peut-être plus rapidement sur la maladie d'Alzheimer. Hein, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on pense qu'avec les gènes qu'on a à l'heure actuelle, notamment le RMS2 et le CFH, on explique quand même une majorité, en tout cas plus de 50%, de ce qu'on peut appeler l'irritabilité, en fait de l'effet génétique sur le risque d'avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, Alzheimer, on va voir, est un cas un petit peu similaire, mais pas tout à fait, puisque pendant très longtemps, on a eu soit des gènes qui sont avec des variants extrêmement rares, mais qui sont impliqués dans des formes monogéniques de la maladie d'Alzheimer et qui rendent compte de maladies d'Alzheimer précoces. Alors, j'ai essayé de mettre une dia avant, mais j'ai fait une mauvaise correction et donc elle a sauté. Mais, donc, vous avez, dans les années 93-95, ont été identifiés 3 gènes pour lesquels des variants extrêmement rares dans la population, et je dirais heureusement, sont responsables de formes précoces de maladie d'Alzheimer, formes qui commencent vers l'âge de 45-50 ans, et qui sont héritées de manière dominante, monogénique, c'est-à-dire avec vraiment, si vous avez cette mutation, ou si quelqu'un qui a cette mutation, on peut prédire, je dirais, à 100% qu'à partir de l'âge de 45 ou 50 ans, il va développer une forme sévère, précoce de maladie d'Alzheimer. Mais ça, heureusement, c'est des formes excessivement rares. Simplement, leur découverte a été extrêmement importante parce qu'elles ont apporté un éclaircissement sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, y compris des formes communes, extrêmement importantes. J'en reparlerai peut-être. Mais elle expliquait qu'effectivement, un très très petit nombre de malades avec des formes précoces.
Alors, en 1993, ce qui est presque la préhistoire en termes d'analyse des génétiques sur les maladies communes, un chercheur américain, Allen Roses, qui était parti d'une étude de liaison sur des petites familles, a trouvé un gène tout à fait inattendu, qui est un gène un transporteur de lipides, le gène ApoE, c'est une qui code pour une lipoprotéine. C'était un gène qui était connu, dont les variants étaient connus depuis longtemps et dont on savait qu'ils avaient une implication sur le risque cardiovasculaire, transporteur de cholestérol donc. Et donc cette découverte inattendue de ce gène, de cette forme ApoE4, c'est un gène qui a 3 variants fréquents dans la population, le variant E4, le variant E3 et le variant E2. C'est le variant E3 qui est le plus fréquent. Et ce qui avait été trouvé est tout de suite répliqué par toutes les études, parce que là aussi c'était un effet très fort, c'est que l'effet d'avoir un allèle E4 multiplie, disons, par 2,5 ou 3 le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. L'effet d'en avoir 2 multiplie l'effet par environ 5 ou 6 ou 8, ça dépend des études. Et donc un effet très fort, avec même l'allèle E2 qui, lui, a un rôle protecteur. Et ceci est peut-être mieux explicité là. Donc, dans la population, vous avez environ 30% de personnes qui ont un allèle E4 ou même 2% qui ont 2 allèles E4. Quand on a 2 allèles E4 dans une étude française, donc publiée en 1997, ça suggère un risque de développer la maladie d'Alzheimer de 44%, la développer à l'âge de 80 ans. Alors que ce risque est dans la population française générale d'environ 10%. Donc, ce que ça veut dire tout de suite, c'est que d'avoir 2 allèles E4 n'est quand même pas totalement prédictif de la maladie d'Alzheimer, puisque le risque est environ 1 sur 2, et donc il y a c'est évidemment pas un risque absolu. Un allèle E4, c'est 30% de la population environ, et le risque est un peu plus élevé que la population générale, mais disons environ 50% plus élevé, on passe de 10% à 15%, et 0 allèle E4, le risque, lui, est réduit, et même si les gens qui ont un allèle E2, c'est un risque probablement encore un peu plus réduit. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'effectivement, cet allèle 4 est un facteur important de prédisposition à la maladie d'Alzheimer, mais il n'explique évidemment pas tout. Et vous avez des gens qui ont l'allèle 4 et qui ne vont pas développer la maladie d'Alzheimer, heureusement. Et d'autre part, vous avez des gens qui n'ont pas d'allèle 4 et quand même qui vont constituer 42% des malades de la maladie d'Alzheimer. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est... Alors, il avait été estimé que ce seul variant ApoE pourrait expliquer finalement 50% de la susceptibilité génétique à la maladie d'Alzheimer. Donc il restait encore 50% à trouver. Et au début, il y a eu beaucoup d'études de gènes candidats, et comme souvent pour ces études de gènes candidats, avec des résultats relativement décevants, parce que des études souvent très contradictoires, et dont il ne reste pas grand-chose. Dans cette revue récente, il citait qu'il y avait, je crois, où est-ce que c'est marqué? Il y avait 550 gènes, voilà,
550 gènes ont été proposés comme candidats à la maladie d'Alzheimer, mais jusqu'à présent, aucun n'a été confirmé d'avoir un rôle dans la pathologie d'Alzheimer. Donc ça vous montre quand même effectivement le fait que certaines de ces études candidates avaient des difficultés méthodologiques, des biais, étaient sans doute souvent faites sur des cohortes trop petites. Et donc, on s'est dit, ça va changer avec les GVAS. Eh bien, les premières Genome-Wide Studies, leur conclusion, c'est on retrouve ApoE, et puis on ne trouve pas grand-chose d'autre. Et en fait, cela voulait dire que s'il y avait quelque chose à trouver, ça devait être des gènes ou des variants qui avaient des effets assez faibles, parce qu'avec moins de 1000 cas, on ne les trouvait pas. Alors, ça a changé. Donc, il y a eu, je crois que c'est 2009, deux études qui ont été publiées. Donc, 16 ans après ApoE3, il a fallu attendre 16 ans pour avoir, je dirais, 3 gènes où là, on est à peu près sûr qu'ils sont tout à fait valables. Donc, une étude qui est une étude, évidemment, toutes les études sont internationales, mais qui est autour des équipes de Lille et du CNG et du CEF, donc une très grande participation française. Disons, les coordonnateurs sont français, avec l'application de la fondation Jean Dosset, d'ailleurs, puisque ces cours sont en hommage à Jean Dosset pour ce papier, et un autre papier anglo-saxon. Et alors là, vous voyez tout de suite le nombre d'individus, 4000 cas et 7800 contrôles pour la première étape. Ici, 2000 cas et 5000 contrôles. Et à chaque fois, les signaux sont répliqués dans une deuxième phase, 2000 cas, 2000 contrôles ici, et ici 4000 cas et 3300 contrôles. Donc vous voyez qu'on passe à des études extrêmement importantes du point de vue du nombre de cas. Et ceci, c'est simplement parce qu'effectivement, si vous faites avec moins de cas, vous ne trouvez rien. Les premières études ne trouvaient rien. Et ce qui est tout à fait satisfaisant, c'est que déjà, ils se partagent un même gène, le gène CLU, clusterine, qui est en fait également une apolipoprotéine, qui est retrouvée dans les deux études. Et les deux autres gènes, alors ici il y a un gène, on retrouve le complément, donc on retrouve des choses liées à l'inflammation, ce gène CR1, en fait, qui est retrouvé donc dans l'étude française comme avec une genome-wide, une signification genome-wide, mais en fait, quand on regarde dans l'autre étude, il était juste en dessous, donc en fait, l'autre étude confirme bien que ce gène CR1 est impliqué. Si vous voulez, c'est simplement, il n'avait pas tout à fait atteint le niveau de significativité où on est tout à fait sûr que c'est vrai, mais quand on combine les deux, il n'y a aucun doute. Alors, il se trouve que... alors, qu'est-ce qu'on apprend du point de vue physiopathologie ? On pourrait se dire que le gène clusterine, c'était déjà, en fait, parce que c'est un gène qui est dans la même voie que le gène ApoE, était déjà depuis longtemps un gène candidat. Et il avait été même testé dans des études d'association gène-candidat, et il n'avait rien trouvé. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que ces études étaient sous... le nombre de patients analysés était insuffisant, parce qu'effectivement, quand vous regardez les odds ratio, ils sont ici, ils sont mis, voilà, 0,86, d'ailleurs c'est exactement le même odds ratio dans les deux études, 0,86, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en fait, l'allèle prédisposant, c'est l'allèle le plus fréquent dans la population. Et que, en fait, l'allèle mineur est légèrement, celui qui est moins fréquent, protège, mais protège de 15%, si vous voulez, notre ratio. Donc 15%, effectivement, un effet de 15% sur l'OR,
Si vous n'avez pas suffisamment de patients, vous ne le détectez pas. Donc, il y a déjà des souris transgéniques ou des modèles de souris, parce qu'effectivement, c'était un très bon candidat. Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est donc ce gène PICALM qui suggère l'implication de phénomènes d'endocytose et donc qui peuvent être intéressants du point de vue physiopathologique. Et là aussi, bon, on se doutait bien que, par les analyses pathologiques, que l'inflammation jouait un rôle dans la maladie d'Alzheimer, les phénomènes inflammatoires, mais là, le fait d'avoir identifié ce gène permet effectivement de préciser des voies physiopathologiques. Donc, je crois que je vais, pour le moment, m'arrêter là, simplement, pour vous montrer un petit peu que les choses sont toujours un peu plus compliquées. Finalement, au niveau, par exemple, de ce CLU, vous avez 3 haplotypes différents, qui sont à peu près équivalents du point de vue fréquence dans la population. Et vous voyez que si cet haplotype qui est présent dans un tiers est l'haplotype, je dirais, avec le risque le plus bas, l'autre augmente le risque d'environ 10%, et celui qui est dans 30% de la population augmente le risque d'environ 20%. Donc, au lieu d'être un système biallélique, là maintenant on se retrouve un système de 3 haplotypes. Voilà, bon, ben, je vais arrêter là pour 5 minutes et puis recommencer après.